Salut à tous, c'est Nico et bienvenue pour la deuxième vidéo du jour sur le codex Emperor Children. On a déjà vu toutes les règles et les détachements et les améliorations. On va aujourd'hui voir les unités du codex avec leurs vrais coups en points qui ont été donnés dans le Munitorum Field Manual par Games Workshop à certains influenceurs dont je ne fais pas partie, mais j'ai réussi à aller voir leurs vidéos et à noter tous les coups en points pour modifier cette vidéo. Donc on y va. Alors, on commence par le gros Big Boss Fulgrim. Alors, Fulgrim, c'est le Primarque démon, il coûte 385 points, il bouge de 16 pouces, il est endurance 11 avec 16 PV, sauvegarde à 2, invuln à 4, il a un commandement de 5, un OC de 6, c'est donc un Primarque démon bien résistant, bien solide, il n'a pas de insensible à la douleur, mais il est quand même vraiment mobile et vraiment efficace. Au corps à corps, il rigole pas du tout, il a 6 attaques qui touchent à 2, de force 14, PA-3, dégâts D6 plus 1, et 6 attaques qui touchent à 2, de force 6, PA-1, dégâts 1 en extra attaque, ou alors il a un profil plutôt anti-horde, qui fait 12 attaques à 2+, force 8, PA-2, dégâts 2, le tout ayant touche soutenue 1. Au tir, il a 6 attaques à 12 pouces qui touchent à 2 de force 8, PA-2, dégâts 2, avec touche soutenue aussi, ça peut être aussi très dangereux sur des profils de type Space Marines. Et il a un nombre de règles pas ridicule du tout. D'abord, il a un poison démoniaque quand il est attaqué au tir ou au corps à corps. On choisit une de ces unités qui a été attaquée dans la phase, et jusqu'à la fin de la bataille, cette unité ennemie va devoir, à chaque phase de commandement du joueur qui la contrôle et du joueur adverse, jeter un D6 sur un 4+, l'unité va prendre D3 blessures mortelles. Donc en gros, plus Fulgrim attaque d'ennemis, et plus il y a des unités qui vont se retrouver empoisonnées et à perdre des PV tour par tour. Il a aussi la possibilité de choisir une habilité au début de la phase de commandement de l'adversaire. Alors ça c'est intéressant, c'est pas à votre phase de co, c'est à la phase de commandement de l'ennemi. Et vous pouvez choisir entre un -1 pour être touché, au tir ou au corps à corps, sur Fulgrim. Vous pouvez avoir un Fight First, donc un combat en premier, sur Fulgrim seulement. Et vous pouvez avoir une aura à 6 pouces autour de Fulgrim, qui fait qu'à chaque fois qu'une unité essaie de s'enfuir d'un combat, essaie de battre en retraite, elle doit faire un test de commandement, et si elle rate ce test de commandement, alors l'ennemi ne peut pas quitter le combat du tout. À 385 points, il est cher. Pour le même prix, vous pouvez avoir quasiment 2 princes démons ailés. Maintenant, il a un potentiel de dégâts qui rigole pas du tout. Il y a certains détachements dans lesquels vous allez pouvoir le passer en PA-4 sur ses attaques ou -3 sur son anti-horde. C'est quand même une figurine qui va cogner sévère. Il a frappe en profondeur, donc vous pouvez le faire arriver en arrivée précipitée quelque part si vous arrivez à cacher ses ailes. C'est une très bonne figurine. Maintenant, il est peut-être un tout petit peu cher par rapport à ce qu'il fait et à d'autres primarques et à sa capacité de résistance, mais je pense qu'on le verra clairement sur les tables. On a ensuite Lucius qui coûte 140 points. Lui, c'est mouvement 8, endurance 5, sauvegarde à 2 et invuln à 4. Il a 6 points de vie seulement, commandement à 6 et OC 1, mais il a un insensible à la douleur à 5+. Il est aussi agent solitaire, donc si vous n'êtes pas à 12 pouces de lui, vous pouvez pas lui tirer dessus, ça c'est pas mal. Il peut mener des lames parfaites, des Flawless Blades. Par contre, s'il mène cette unité, alors il perd son aptitude de combat en premier, qu'il a sinon en règle générale. Il n'a pas d'attaque de tir, il fait que se battre au corps à corps, et vous choisissez de le faire taper soit avec son épée, l'épée des Laer, donc il a 6 attaques qui touchent à 2, force 8, PA-3, dégâts 3, ou alors vous utilisez le fouet, qui a touche soutenue, qui fait 10 attaques, touche à 2, force 4, PA-1, dégâts 1, sachant que la lame a précision. Il a un profil de duelliste extrêmement performant, hein, il va sniper n'importe quel personnage sans trop se poser de questions. S'il est en agent solitaire et qu'il a en plus combat en premier, ça devient vraiment une pièce assez importante. Maintenant, vous pouvez aussi quand même le mettre avec des Flawless Blades, dans le détachement notamment qui booste les unités personnages, qui va vous donner peut-être la relance des blessures, ça sera pas mal. Sachant qu'en plus, la règle des Flawless Blades, qui est la possibilité de choisir de blesser tout à 3+, elle s'applique à l'unité, donc elle s'appliquera aussi à Lucius s'il les rejoint. Donc ça veut dire que même s'il est force avec son fouet par exemple de force 4, il blessera tout sur 3+, ce qui est franchement pas ridicule sur ses 10 attaques. On a ensuite le Seigneur du Chaos plus générique des Emperor Children qui s'appelle le Seigneur Exultant. Lui il coûte 80 points. Il bouge de 7 pouces, il est endurance 4, il a 5 points de vie, sauvegarde à 3, invulnérable à 4, il est commandement 6 et OC 1. Il ne peut mener que des infracteurs ou des tourmenteurs. Donc il ne peut pas mener les lames parfaites, par exemple les Flawless Blades. Par contre, s'il mène les tourmenteurs ou les infracteurs, il gagne la capacité de s'infiltrer et Scout 6. Donc en gros, il peut continuer à accompagner ces unités-là qui ne perdront pas leurs aptitudes spéciales. Vous avez
2 choix d'armes pour ce personnage. Dans sa première main, vous choisissez de lui mettre soit un pistolet à plasma, donc c'est le profil classique du plasma, soit un point énergétique, donc 5 attaques à 2+, force 8, PA-2, dégâts 2, soit un fouet, qui lui donne 4 attaques qui touchent à 2 en force 4, PA-1, dégâts 1, et qui sont des attaques supplémentaires. Dans l'autre main, vous lui mettez soit un pistolet hurleur, 3 attaques qui touchent à 2 de force 5, PA-1, dégâts 2, ignore couvert, soit une arme énergétique de maître, 5 attaques qui touchent à 2, force 5, PA-2, dégâts 2, précision, soit une lance phénix, 5 attaques de force 7, PA-2, dégâts 2, avec la règle lance. Moi, personnellement, j'aurais tendance à mettre pistolet à plasma et lance, ou éventuellement lance et fouet, pour avoir un personnage qui est vraiment corps à corps. Le pistolet à plasma, c'est utile de temps en temps, mais c'est pas toujours indispensable, sachant que vous allez sans doute le mettre plutôt avec une unité d'infractors qui sont l'équivalent des intercesseurs Space Marine. Il donne aussi touche fatale à l'unité qu'il mène, ce qui là peut être utile quand même sur les tourmenteurs aussi, puisqu'ils peuvent avoir pas mal d'armes spéciales. Et une fois par bataille, vous allez donner à cette figurine 3 attaques supplémentaires et augmenter sa PA de 1. Ce qui veut dire que s'il attaque avec sa lance, vous allez avoir d'un coup 8 attaques de force 7, PA-3, dégâts 2 avec la règle lance, sachant qu'il y a pas mal de détachements où vous pouvez booster cette PA de 1 ou donner des améliorations qui vont lui donner plus un dégât, voire plus une attaque encore. Donc ça va être un personnage qui va cogner vraiment très très fort dans la plupart des détachements. Vous avez sans doute plutôt envie de l'emmener au corps à corps. On a ensuite le Seigneur Cacophoniste qui ne coûte que 60 points dans les points révélés par Games Workshop dans le Militarum Field Manual. Il a comme règle la capacité de donner touche soutenue seulement au tir à l'unité qu'il mène. Et il ne peut mener que des Noise Marines ou des Terminators. Donc le touche soutenu au tir sera plus utile sur les Noise Marines que sur les Terminators, très clairement. Par contre, dans certains détachements où vous avez envie de donner certains boosts aux unités de Terminator, mettre un Cacophoniste, c'est pas forcément ridicule. Par défaut, il a un pistolet hurleur et une épée énergétique. Vous pouvez remplacer cette épée énergétique par un deuxième pistolet hurleur, mais dans ce cas-là, il n'y aura plus qu'une arme de corps à corps de base, ce qui n'est pas très gênant, puisque le pistolet hurleur, c'est quand même 3 attaques qui touchent à 2, de force 5, PA-1, dégâts 2, qui ignore le couvert. Donc si vous avez 2 pistolets, ben vous faites 6 tirs, de force 5, PA-1, dégâts 2, ignore le couvert, et le corps à corps, clairement, vous en moquez, puisque vous êtes dans des Noise Marines, donc c'est pas important. Il a une deuxième règle qui est qu'à la phase de tir, après que l'unité de cette figurine est tirée, vous choisissez une unité infanterie tirée par les attaques de l'unité et vous jetez 3d6. Sur chaque 4+, vous faites une blessure mortelle. Si l'ennemi a subi une blessure mortelle, il doit aussi faire un test d'ébranlement. Donc intéressant, moi je pense qu'on le verra surtout avec des Noise Marines. Il booste le potentiel de dégâts à 12 pouces de manière assez importante, et puis donner touche soutenue aux Noise Marines, ça sera de toute façon un bon bonus. On a ensuite le sorcier des Emperor's Children. Il est mouvement 7, endurance 4, sauvegarde à 3, 4 PV, commandement de 6 et OC 1. Donc il bouge de 1 de plus que le sorcier Space Marine du Chaos. Par contre, son pouvoir psy passe à 18 pouces au lieu de 24. C'est un des 6 tirs qui touche à 3 de force 5, PA-1, dégâts D3. Ou alors, si vous concentrez, vous gagnez blessure dévastatrice, mais aussi à risque. Et là, vous faites plutôt des 6 attaques de force 6, PA-2, dégâts D3. Il peut mener des Noise Marines, il peut mener des infractors, il peut mener des tourmenteurs. Ce qu'il donne comme règle, c'est le bénéfice du couvert contre les tirs, ce qui est pas très intéressant parce que c'est très facile à avoir dans cette édition-là. Donc il n'y a pas vraiment de gros intérêt. Sa deuxième règle, c'est que s'il a touché une unité ennemie infanterie avec son attaque psy, il va lui faire moins 2 au mouvement et moins 2 à la charge, ce qui là peut être un petit peu plus utile. Maintenant, ça reste un profil qui tape moins fort que le Seigneur Exultant, qui tire moins fort que le Seigneur Cacophoniste, et qui donne des bonus moins intéressants. Même à 60 points, je sais pas si on le jouera beaucoup, celui-là. Peut-être pour essayer de protéger des tourmenteurs sur un objectif, et les empêcher de se faire charger trop facilement, mais je suis pas sûr que ça soit si intéressant que ça. On a ensuite le Prince Démon à pied qui vous coûte 195 points, il est un peu cher, mais il bouge de 10 pouces, il est endurance 10, sauvegarde à 2, invuln à 4, il a 10 PV, commandement de 6 et OC3. Il sera agent solitaire tant qu'il est à 3 pouces d'une unité infanterie de Slaanesh, donc ça peut être même des démons dans le détachement démon. Et les unités Slaanesh vont gagner +1 en PA si elles ont chargé dans un rayon de 6 pouces autour du prince démon. Donc en gros, la jouabilité de ce modèle, c'est que vous le mettez collé à des unités d'infanterie, même s'il ne mène pas l'unité, et vous le faites charger en même temps pour augmenter la PA. Ça vous donnera par exemple des infractors PA-2, des lames parfaites PA-4, donc il y a des choses qui vont commencer à vraiment cogner, et puis ça veut dire que lui, il est tout le temps +1 en PA aussi sur ses attaques, donc son profil de sweep qui fait 14 attaques, touche à 2, force 6, qui est normalement PA 0, sera PA-1 pour dégâts 1, et son profil de strike passera en PA-3.
Donc 6 attaques qui touchent à 2, force 8, PA-3, dégâts 3, ça rigole pas du tout au corps à corps, et il y a pas mal de détachements où vous allez pouvoir encore booster cette PA avec un stratagème, voire augmenter ses dégâts en dégâts 4 avec blessure dévastatrice, au risque d'avoir la règle à risque sur ses attaques. Il peut aussi tirer, il a 3 tirs à 24 pouces, qui touchent à 2+, force 5, PA-1, dégâts 2, donc pas ridicule non plus. C'est un très bon personnage, il est vraiment fort, et il a en plus la possibilité sur un 2+, de frapper en mourant quand il est tué par une attaque de mêlée, donc c'est pas du tout à négliger. Personnellement par contre, je préfère le prince démon ailé qui coûte 180 points. Il bouge à 14 pouces, il est un peu moins résistant sur sa datasheet, sur sa fiche d'unité, parce qu'il est que endurance 9, seulement 10 PV, il a aussi une sauvegarde à 2, un vuln à 4, commandement 6, OC3, mais lui, il a un -1 dégâts sur chaque attaque, au tir ou au corps à corps. Ce qui fait qu'au final, il est probablement quand même plus résistant que le prince démon à pied, et il bouge plus vite, et comme il a vol, il peut se désengager d'un combat avec la possibilité de charger, puisque c'est un modèle Emperor Children, et en passant au-dessus des figurines ennemies. Enfin bref, il y a plein d'avantages qui sont vraiment très bien. Il donne pas le bonus de PA autour de lui, par contre il donne des blessures mortelles quand il a chargé. On jette un dé pour chaque point de vie restant de cette figurine, et sur chaque 4+, ça fait une mortelle. Donc s'il charge et qu'il est full vie, en stat il fait quand même 5 blessures mortelles suite à sa charge, ce qui est pas ridicule. Il a le même profil de combat et de tir, sauf qu'il aura pas la PA améliorée. Personnellement je préfère celui-là, il est moins cher, il résiste probablement un petit peu mieux au final aux dégâts, et en plus il fait des mortels, je le trouve vraiment très très bien celui-là. On passe maintenant aux unités de ligne, on va commencer avec les infractors, eux ils coûtent 85 points les 5 et seulement 160 points les 10, c'est pas le double, c'est seulement 160 points. Ils bougent à 7 pouces, endurance 4, sauvegarde à 3, 2 PV, commandement 6, OC 2. Vous les prenez par 5 ou par 10, ils ont la capacité de faire éclaireur 6, ce qui je le rappelle du coup s'ils sont dans un rhino, le rhino gagne aussi éclaireur 6, ils ont des grenades. Et au corps à corps, il frappe avec des lames de duel, c'est 4 attaques qui touchent à 3 de force 4, PA-1, dégâts 1 avec précision. Le sergent peut remplacer son petit pistolet bolter par un pistolet à plasma, et il a soit une lame énergétique qui fait 4 attaques à 3+, de force 4, PA-2, dégâts 1 avec précision, ou il a un fouet, 6 attaques à 3+, force 4, PA-1, dégâts 1, précision aussi. Ils peuvent avoir gratuitement une icône qui remplace pas d'équipement. Ça va vous donner la possibilité de faire un test de commandement quand vous détruisez une unité au tir ou au corps à corps. Si vous réussissez ce test, vous gagnez 1 CP. Les infractors et les tourmentors, c'est les deux seules unités qui ont de la génération de CP dans tout le codex. Donc ça va être intéressant d'en prendre. Et leur règle d'unité, c'est la relance des 1 pour blesser ou la relance de toutes les blessures si ils sont sur un objectif. Par contre, ça n'est que au corps à corps. Donc évidemment, si vous amenez un seigneur exultant dans l'unité, eh ben, vous allez aussi lui donner la relance des 1 pour blesser ou la relance de tout jet de blessure. Donc on peut les voir en petits chaussons de 5 avec un seigneur exultant pour rendre le seigneur exultant encore plus efficace. Et puis leurs sables de duel paraissent pas si intéressants que ça, mais dans pas mal de détachements, vous pouvez booster leur PA. Si vous avez un prince démon à pied à côté et que vous utilisez un des stratagèmes de détachement, ils peuvent passer en PA-3, ce qui, même si c'est du dégât 1, soudainement ça commence à découper quand même assez sévèrement. Donc c'est une très bonne unité de ligne, très bonne capacité, on va la voir je pense dans quasiment toutes les listes. On a ensuite les tourmenteurs qui eux sont à 85 points aussi, mais eux sont à 170 points les 10. Ils ont le même profil, mouvement 7, endurance 4, sauvegarde à 3, 2 PV, commandement 6, OC2, ils sont ligne, eux ils sont infiltrateurs, donc vous allez pouvoir les placer en avance sur la table, vous allez pouvoir les placer plus en amont sur des objectifs, et en plus leur règle c'est le sticky objectif, donc à la fin de votre phase de commandement, si vous êtes sur un objectif, eh bien vous en gardez le contrôle même si vous y êtes plus, jusqu'à ce que l'adversaire vous le reprenne. Donc vous allez pouvoir potentiellement reprendre des objectifs dès le tour 1 avec des tourmenteurs posés sur les objectifs du No Man's Land et obliger l'adversaire à se rapprocher de vous pour les reprendre, ce qui vous arrange puisque vous êtes surtout une armée de corps à corps. Donc ils sont jouables bien sûr par 5 ou par 10, sachant que vous avez sans doute envie de les jouer par 10 puisque par tranche de 5, vous pouvez avoir un lance-plasma et un fuseur. Donc ça veut dire que quand vous avez 10 figurines, vous pouvez avoir 2 fuseurs et 2 lance-plasma dans l'unité, donc les dégâts sont pas ridicules. Le reste a un bolter de base, par contre il a précision. D'ailleurs toutes les armes de l'unité ont précision, y compris les fuseurs et les lance-plasma, donc ce sont des bons snipers de personnages, mais surtout, bon, les petits bolters PA0, ça fera jamais grand chose. Ils peuvent aussi avoir gratuitement une icône qui vous permet de faire la même chose que pour les infractors, c'est-à-dire que vous faites un test de commandement et si vous le réussissez, vous gagnez un CP après avoir détruit une unité. C'est une très bonne unité de ligne, je pense. Il faudra pas les ignorer. Le potentiel de dégâts est loin d'être ridicule, hein. 2 tirs de fuseur et 2 tirs de lance-plasma. Potentiellement 4 tirs de lance-plasma si vous êtes à 12 pouces du coup pour le tir rapide.
Ça rigole pas trop, ça peut quand même faire des trous. Bon, après, c'est une unité qui, je pense, sera jouée sans personnage, parce que le touche fatal du Seigneur Exultant, je pense qu'on préfère le donner à des unités de corps à corps, puisque le Seigneur Exultant est plutôt un personnage de corps à corps. Le sorcier qui leur donne Ignore le couvert, je vois vraiment pas trop l'intérêt, et donc bah, je pense que c'est des unités qu'on jouera toutes seules, sans perso, juste en teneur d'objectif. Pourquoi pas deux petites unités de 5 pour aller mettre du sticky sur votre objectif chez vous et un dans le No Man's Land, ou une grosse unité de 10 pour avoir un peu de puissance de feu. Dans ce cas-là, vous la mettez plutôt dans le No Man's Land et vous l'utilisez pour aller prendre des objectifs à droite à gauche, ça peut être intéressant. On a ensuite les Flawless Blades, que je traduis parfois en lame parfaite, même si je pense qu'en français ça sera un autre nom. Elles ont des petits pistolets bolters dont on se moque parce que ça fait rien, mais elles ont surtout des Bliss Blades. Ça fait 3 attaques qui touchent à 2, de force 6, PA-3, dégâts 2. Le profil de cette unité, c'est mouvement 8, endurance 5, sauvegarde à 3 mais invuln à 5, et 3 PV par modèle, commandement de 6, OC1. Leur règle spéciale, qui est vraiment intéressante, c'est qu'à chaque fois que vous les utilisez pour combattre, vous pouvez faire appel à leur mécène démoniaque, et si vous décidez de le faire, alors toutes les attaques de l'unité feront des blessures critiques sur des 3+. Alors, ils n'ont pas blessure dévastatrice, mais ça veut juste dire qu'ils blessent tout sur 3+, tout le temps. Chaque 3+, blesse automatiquement n'importe quel modèle. Par contre, à la fin de la phase de combat, si vous n'avez pas tué une seule figurine avec les attaques de cette unité, alors vous perdez un de vos modèles. Sachant que comme ce sont bien sur les attaques de l'unité, si vous mettez Lucius dans l'unité, lui aussi blessera automatiquement sur des 3+, avec ses attaques. Sachant que c'est des attaques quand même qui rigolent pas trop, et que vous pouvez très facilement les passer PA-4 avec un prince démon ou avec certains stratagèmes, donc c'est une unité qui va vraiment cogner très fort. Dans la plupart des cas, vous allez les faire taper avec les blessures critiques sur des 3+, sauf peut-être sur des véhicules très costauds qui ont toute leur santé, ou dans ce cas-là, vous réfléchissez un petit peu plus, parce que même sur une unité de 6, vous ferez quand même que 18 attaques. Est-ce que, même avec une PA boostée à -4, est-ce que vous pensez que ça suffit en blessant à 3+, pour tuer un truc type Land Raider ou autre? Il va falloir réfléchir, parce que sinon vous perdrez un modèle en échange. Mais ça peut quand même valoir le coup, dans la plupart des cas, de perdre le modèle. Si vous avez vraiment créé des dégâts monstrueux, ça vaut quand même, ça en vaut la peine. On passe maintenant aux Noise Marines qui coûtent 135 points, ce sont des unités de 6 modèles forcément, il n'y a pas de choix. Ils bougent à 6 pouces, endurance 5, sauvegarde à 3+, 2 PV, commandement 6 et OC1. Ils ont par défaut des Sonic Blaster qui tirent à 18 pouces, ils ont 3 attaques qui touchent à 3, force 5, PA-1, dégâts 2, ignore le couvert. Donc vous aurez toujours votre PA-1 sauf contre des armures du mépris, ce qui est pas mal. Le sergent peut prendre un pistolet hurleur à la place de son Sonic Blaster, mais je pense qu'on lui mettra pas. Le seul intérêt, c'est d'avoir une arme énergétique, mais c'est de toute façon une unité qui au corps à corps ne fait rien, donc je pense qu'on préfère lui garder un peu plus de portée avec le Sonic Blaster. Et jusqu'à 2 figurines de l'unité peuvent avoir un Blastmaster. Le Blastmaster, soit vous tirez en fréquence variée, donc à 18 pouces vous faites 6 attaques de force 6, PA-2, dégâts 1, ignore le couvert, ou alors vous faites un tir plus concentré qui fait 3 attaques qui touchent à 3+, force 10, PA-2, dégâts 3. Donc ça veut dire que vous aurez dans l'unité au total 6 attaques de force 10, PA-2, dégâts 3. Ça peut faire assez mal. Si vous avez un seigneur cacophonie, vous êtes en plus touche soutenu sur toutes ces attaques. Donc l'unité a un potentiel de dégâts au tir qui est loin d'être ridicule pour éliminer du profil type équivalent Space Marines, voire même Terminator. Quand vous avez fini vos tirs en plus, vous choisissez une unité qui a été touchée par ces attaques, et jusqu'à la fin de votre prochaine phase de tir, dès que cette unité fait un test de débranlement, elle le fait à -1. Donc ça se combinera très bien avec le seigneur cacophoniste qui du coup va forcer des tests d'ébranlement, puisque le seigneur cacophoniste, vous allez le faire tirer, vous allez choisir une unité, vous allez lui causer, si vous jetez 3d6, sur 4+, vous faites une blessure mortelle, et s'il y a une blessure mortelle, vous forcez le test d'ébranlement, qui du coup sera fait à -1 grâce à cette règle, donc vous avez encore plus de chances d'ébranler l'adversaire. Donc c'est une unité qui va tirer, qui va être intéressante à faire débarquer d'un véhicule, shooter pour empêcher l'adversaire de scorer des points. Il y a des trucs intéressants qui vont être pas mal, je pense que c'est une bonne unité qu'on aura envie de sortir assez souvent. On a ensuite les Terminators des Emperor's Children, donc ça c'est une unité plus générique du codex KO, mais qui n'a pas tout à fait les mêmes règles. Déjà, ils bougent à 6 pouces au lieu de 5 pouces, ils sont endurance 5, sauvegarde à 2, invuln à 4, 3 PV, commandement 6, OC1, c'est un profil de Terminator. Leur règle spéciale est pas incroyable, c'est à votre phase de tir, si vous avez tiré sur une unité et que vous avez tiré que sur une seule unité avec tous vos tirs, alors si vous chargez cette unité, vous pouvez relancer le jet de charge. Donc en gros, vous ne faites pas de split fire, vous tirez tout sur la même unité, ça vous donne la possibilité de relancer le jet de charge. Donc déjà, ça ne marche que si vous avez de la visibilité sur l'unité que vous voulez charger, ce qui va pas être toujours le cas, hein. Si vous êtes arrivé en frappe en profondeur, en arrivée précipitée, vous êtes peut-être caché, donc vous pouvez pas tirer sur la cible que vous voulez charger, et donc vous n'aurez pas votre relance.
Si vous arrivez depuis la frappe en profondeur, une relance d'une charge à 9, ça reste de toute façon quand même très dur à réaliser, donc la règle n'est pas incroyable. Vous pouvez les faire mener uniquement par le seigneur cacophoniste, ce qui va leur donner touche soutenue au tir, ce qui, vu leurs armes de tir, est pas très intéressant, puisque c'est des combi-bolters ou des armes combinées, donc bof, pas palpitant. Vous avez droit soit à un autocanon Reaper qui a blessure dévastatrice et qui a déjà touche soutenue de toute façon, force 7 perd moins 1 dégâts 1 pour 4 attaques, soit un lance-flamme lourd. Moi, je pense que vous prendrez peut-être plutôt le lance-flamme lourd. Bon, pas sûr. Les choix d'équipement sont pas incroyables. Et ensuite, au corps à corps, vous pouvez remplacer leurs armes maléfiques, là, leurs armes maudites, par des gantelets énergétiques. Vous pouvez en avoir jusqu'à 3. Vous pouvez avoir un autre qui a un point tronçonneur. Et voilà à peu près. Et vous pouvez avoir un autre personnage qui peut avoir une paire d'armes maudites qui remplacera aussi son combi bolter. De toute façon, c'est une unité qui va être plutôt corps à corps. Je pense qu'on prend que des points énergétiques. On prend peut-être le point tronçonneur et on prend la paire d'armes maudites. Et puis, à la limite, si on veut, pourquoi pas l'autocanon ou le lance-flamme. Mais voilà, pas forcément une unité palpitante. Il y a certains détachements où on va pouvoir les booster un petit peu, les rendre plus résistants avec certains stratagèmes, notamment un -1 pour être blessé. Ou alors les rendre -1 pour être blessé à chaque fois qu'on les attaque si la force est supérieure à l'endurance. Mais globalement, à 170 points les 5, je sais pas si on en verra beaucoup. Ils sont pas nuls, mais c'est pas la meilleure unité du codex. On a ensuite les enfants du chaos des Emperor's Children. Alors eux coûtent 80 points pour 2 enfants du chaos. Ils bougent de 10 pouces au lieu de 8 dans les autres codex. Et ils sont au C1 et pas au C0. Donc là, ils sont quand même intéressants. Ils ont toujours leur insensible à la douleur à 5. Ils tapent toujours avec D6 plus 2 attaques qui touchent à 4, force 5, PA -1, dégâts 2. Et leur règle a été modifiée. Ils ont plus de régénération. À la place, ils ont un mouvement réactif de 6 pouces quand l'ennemi s'approche à 9 pouces 2. Ce qui est, à mon avis, une meilleure règle. Puisque du coup, certes, vous mettez que 2 points d'OC sur un objectif avec vos 2 enfants du chaos, mais ça vous permet quand même de le contrôler par rapport à d'autres codex où ils sont OC 0. Le potentiel de dégâts est pas très élevé, mais c'est une unité qui est quand même relativement résistante, un peu solide, et le mouvement réactif va quand même vous permettre de nettoyer quelques petits cordons, de vous éloigner, de bloquer certaines unités ennemies. Je pense que c'est une bonne unité à secondaire, à 80 points, ça bouge bien, vous allez faire du scoring avec, le mouvement réactif va vous permettre de vraiment vous placer là où vous voulez. Je pense que c'est une unité qu'on prendra peut-être dans chaque liste pour aller faire des objectifs secondaires. On a ensuite le Rhino des Emperor's Children, lui coûte 80 points, donc c'est plus cher que dans le codex Space Marine du Chaos, mais c'est normal, c'est parce que déjà il peut avancer et charger, avancer et tirer, ce qui est pas ridicule, mais aussi les unités peuvent débarquer du transport après qu'il ait avancé. Donc ces unités comptent comme ayant bougé, ne peuvent pas charger, mais vous pouvez quand même avancer, débarquer des Noise Marines et faire tirer ces Noise Marines. Donc vous gagnez un des 6 pouces de mouvement supplémentaire tout en gardant la possibilité de débarquer. Les autres options d'armes, c'est la même chose que pour des rhinos classiques. Vous avez le combi bolter ou l'arme combinée et puis un lance-missile Avoc. Rien de très intéressant. Il peut porter 12 figurines, sauf des Terminators et les Flawless Blades. L'âme parfaite, malheureusement, n'embarque pas là-dedans. Donc si vous voulez transporter des Flawless Blades, il vous faut un Land Raider. Il est très utile, surtout dans le détachement motorisé, là, le cadre d'éviscération rapide, il va être très bien, c'est un bon chausson pour protéger vos unités. Vous mettez potentiellement des infractors là-dedans qui vont du coup donner Scout 6 au transport aussi. Bon bah c'est très bien. Si vous mettez des tourmentors, vous avez un pont de tir qui vous permet de faire tirer vos 2 fuseurs en dehors du rhino, pourquoi pas. Voilà, il y a des choses qui sont bien. Vous allez en vouloir de toute façon, c'est une armée de corps à corps, il vous faut des transports. Et puis un transport, une fois qu'il a fini de débarquer ses unités, c'est une bonne machine à secondaire ou pour bloquer les mouvements, donc c'est très intéressant. On a ensuite le Land Raider des Emperor's Children, lui coûte 240 points, comme le Land Raider du chaos. Il peut prendre 14 figurines, sachant que chaque Terminator et chaque lame parfaite prend la place de 2 figurines. Donc vous pouvez embarquer une unité complète de lame parfaite avec Lucius, ou vous pouvez embarquer une unité complète de Terminator avec un seigneur cacophoniste, et ça fonctionne très bien. Sinon, c'est le même profil, il a la rampe d'assaut, donc si vous avez fait bouger le Land Raider, vous pouvez quand même débarquer et charger avec l'unité qu'il y a dedans, ce qui va être très utile pour les Terminators ou les lames parfaites. Et puis c'est surtout votre seule source de canon laser ou d'anti-tank du codex, donc de toute façon, vous allez sans doute vouloir en prendre. C'est cher un Land Raider, on n'en voit pas souvent dans la liste Space Marine du Chaos, mais je pense qu'en Emperor's Children, vous en avez envie, parce que les 4 tirs de canon laser pour sortir des véhicules, c'est un peu le seul truc que vous avez pour être vraiment efficace contre ça, à part peut-être le Ferro Centaurus. Donc, je pense que Land Raider, il a son utilité dans ce codex. On a ensuite le Ferro Centaurus, le Ferro Cerberus, pardon, des Emperor's Children, qui lui coûte 130 points.
Sa règle spéciale est bien meilleure que celle du Féroce Cerberus des Marines du Chaos, puisque c'est qu'à chaque fois qu'il attaque, s'il est en dessous de sa force de départ, il a +1 pour toucher, donc il touche à 2+, et s'il est en dessous de sa demi-force, alors il blesse aussi à +1. Donc il va être vachement plus efficace. Dès qu'il s'est fait un petit peu pinguer, il touche à 2+, et s'il est tombé à 5 PV, soudainement il blesse aussi à +1, donc il va quasiment tout blesser sur du 3+, voire du 2+. Très très bonne règle. Il a sinon le même profil de corps à corps, 6 attaques qui touchent à 3, de force 14, PA-2, dégâts D6+1, donc c'est l'autre anti-tank du codex mais en mêlée. Et puis là sinon 6 attaques qui touchent à 3, de force 7, PA-1, dégâts 1, qui sont en extra attaque. Vous pouvez choisir de remplacer ces extra attaques par 4 tirs de fuseur, ce qui peut valoir le coup aussi si vous comptez l'envoyer contre des véhicules, plutôt que d'essayer d'être bloqué par des hordes d'ennemis. C'est un bon profil, n'oubliez pas qu'il peut avancer et charger en Emperor's Children, donc il va avoir une portée de menace en moyenne de à peu près 20 pouces, 10 pouces de mouvement, plus 3 pouces d'avance, plus 7 pouces de charge. Je pense que c'est une très très bonne unité du codex. On a ensuite le Eldrake des Emperor's Children. Alors ça reste un Eldrake, mais il a quand même un profil intéressant. Déjà il est passé en sauvegarde à 2, il me semble qu'il est en sauvegarde à 3 chez les Space Marines du Chaos. Il est endurance 10 au lieu de, il me semble, endurance 9 et 14 PV au lieu de 12. Donc il a un profil plus résistant qu'en Space Marine du Chaos. De mémoire, vous me direz si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Et il est commandement 7 au lieu de 6. Par contre il est toujours au C0 parce que c'est un volant. Sa règle change aussi, il n'a pas +1 pour toucher contre les unités qui ont le vol. À la place, il va faire des blessures mortelles sur chaque unité qu'il a survolée. Vous jetez 2d6, vous ajoutez 1 si la cible que vous avez survolée a vol, et sur chaque 4+, vous faites 1 d3 blessures mortelles. Donc potentiellement, vous pouvez faire jusqu'à 6 blessures mortelles si vous avez un peu de chance. Donc c'est pas ridicule du tout, ça peut être assez intéressant, d'autant plus que comme c'est un volant, il va survoler beaucoup d'unités potentiellement à chaque tour. Est-ce que c'est une erreur son profil? Je sais pas, ça paraît vraiment étonnant qu'il soit plus puissant, enfin plus résistant en tout cas, que le Eldrake des autres armées du chaos. À voir si c'est quelque chose qu'ils vont booster dans les autres codex aussi. Bon, si vous voulez le jouer, amusez-vous à le jouer en stationnaire plutôt, ses portées de tir sont de toute façon très moyennes, donc est-ce que vous avez envie de l'utiliser en volant avec tous les malus que ça cause, ou est-ce que vous avez plutôt envie de l'utiliser en stationnaire qui du coup peut charger, peut utiliser son profil d'attaque? Bon, je pense que vous le jouerez jamais en aérodine, vous le jouerez toujours en stationnaire. On passe maintenant aux fiches des démons. Donc je rappelle, c'est des fiches qui sont utilisables que par le codex Emperor's Children, ça remplace tous les alliés démons potentiels que vous pouviez prendre. Il est à peu près certain que l'index démon sera modifié à la sortie officielle du codex Emperor's Children pour empêcher le fait d'allier des démons dans l'armée, puisque vous avez vos propres fiches de démons qui se jouent dans leur propre détachement. Donc on commence par le gardien des secrets, il coûte 280 points, il bouge à 14 pouces, endurance 10, sauvegarde à 5, invuln à 4, sachant qu'il peut avoir une sauvegarde à 3 avec le bouclier, il a 18 PV, commandement de 6 et OC 5. Il n'a pas d'insensible à la douleur à 5+, du coup, puisque le bouclier lui donne une sauvegarde à 3 à la place. Ces règles sont assez simples, vous augmentez la PA de 1 de toutes les unités démons à 6 pouces de ce modèle, et il a -1 pour être touché. Au corps à corps, il a un gros volume d'attaque. Il fait 6 attaques qui touchent à 2, de force 8, PA -3, dégâts 3. Et il a en extra attaque supplémentaire 4 attaques qui touchent à 2, de force 6, PA -2, dégâts 3, avec blessure dévastatrice. Et si vous prenez pas le bouclier pour la sauvegarde, vous avez encore des extra attaques de couteau, mais je pense que vous allez plutôt vouloir la sauvegarde à 3+. Au tir, il est pas ridicule non plus. 6 attaques à 18 pouces de force 6, PA -2, dégâts 1, avec blessure dévastatrice. Ou alors 9 attaques qui touchent à 2 de force 6, PA-2, dégâts 1, blessure dévastatrice aussi. Mais dans ce cas-là, vous êtes à risque. C'est un très bon personnage. Dans le détachement démon, il peut avoir une auto-avance à 6 de mémoire. Il tape bien, il booste bien les démons autour. Donc si vous jouez le détachement du carnaval de l'excès et que du coup vous voulez jouer des démons, vous allez prendre des gardiens des secrets parce que ils sont très bien. Maintenant, le pas d'insensible à la douleur à 5 sur le gardien des secrets, c'est un peu dommage. La sauvegarde à 3 est quand même moins intéressante parce que sauvegarde à 3 ou un vuln à 4, bon... Le 3+ est moins sujet à craquage, mais vous gagnez pas un bonus de résistance aussi important qu'un insensible à 5, ça c'est clair. On a ensuite Shalaxi Hellbane qui coûte 380 points et elle est bien moins balèze que dans le codex, que dans l'index démon. Elle passe en sauvegarde à 3 et elle perd son insensible à 5, c'est le nouveau bouclier pour les démons de Slaanesh. Sa lance passe force 12 au lieu de force 14. C'est quand même 6 attaques qui touchent à 2 de force 12, PA-3, dégâts des 6+2. Elle tape avec 6 attaques de canon laser, c'est pas ridicule. Et puis elle a des extra attaques
4 attaques avec blessure dévastatrice, qui touche à 2, force 6, PA-2, dégâts 3. Donc ça reste quand même une grosse machine à découper. Elle a la relance de l'avance et des charges, elle peut frapper en profondeur puisque c'est un démon. Par contre, elle n'a plus automatiquement la relance des touches, des blessures et des dégâts contre tous les personnages, monstres et véhicules. Maintenant, vous choisissez une unité au début de la bataille, au début du premier round de bataille, contre lequel vous ne gagnez que la relance des touches et des blessures, pas des dégâts. Quand vous avez tué cette unité, vous en choisissez une autre et vous continuez. Donc c'est beaucoup moins flexible et beaucoup moins puissant. Elle n'a plus non plus son aura qui réduit les attaques de l'ennemi de 1 quand ils sont en engagement avec lui. Donc elle est bien moins forte que en démon, ça c'est clair. Ça reste une vraie menace, mais à 380 points, je sais pas si on a vraiment envie de la sortir. On a ensuite les démonettes qui vont coûter 90 points pour 10 figurines dans ce codex Emperor's Children. Elles ont gagné combat en premier, ce qui est pas ridicule, puisque c'est quand même par figurine 3 attaques qui touchent à 3, de force 4, PA-1, dégâts 1 avec blessure dévastatrice. Elles n'ont plus leur règle de relance qu'elles ont dans l'index démon. À la place, elles causent des tests d'ébranlement sur les unités ennemies au début de la phase de combat. Les unités qui sont en portée d'engagement, donc en gros tout ce qui est au corps à corps avec vos démonettes, vont faire un test d'ébranlement et qui sera à -1 si jamais l'unité ennemie est en dessous de sa demi-force. Elles sont toujours lignes, mais elles ne sont que au C1. Elles ont automatiquement l'icône de Slaanesh pour un commandement à 6 et les instruments du chaos pour avoir +1 à la charge sur cette unité. C'est une bonne unité, elle peut être embêtante pour l'adversaire si vous l'utilisez comme un cordon dans le détachement des démons, puisque s'il essaie de vous charger votre petit cordon, c'est vous qui allez le taper en premier et le potentiel de dégâts est pas ridicule non plus. 30 attaques avec blessure dévastatrice, il y a quand même des chances de faire un petit peu de dégâts par-ci par-là, surtout si vous avez des démons qui augmentent la PA pour passer en PA-2, des choses comme ça. Donc c'est pas une unité ridicule, il va falloir la prendre en compte. On a ensuite les veneuses qui coûtent 90 points les 5, 180 points les 10. Elles ont toujours éclaireur 9, ce qui est très pratique pour aller se poser sur un objectif ou faire du blocage de mouvement, puisque elles bougent de 14. Donc ça veut dire que si vous avez le tour 1, vous faites votre mouvement scout de 9, puis votre mouvement de 14, et vous avez complètement coincé un adversaire chez lui. Donc c'est plutôt sympa. Et puis ça vous permet même de faire une charge qui du coup, vous avez une portée de menace qui va être d'à peu près 30 pouces. Donc vous êtes capable de faire des charges tour 1 sans trop vous poser de questions. Elles relancent en plus les jets d'avance et de charge, et elles ont toujours une icône de Slaanesh pour un commandement à 6 et l'instrument du chaos pour +1 à la charge. Après, au corps à corps, ça tape comme des démonettes, c'est 3 attaques à 3+, force 4, PA-1, dégâts 1, avec blessure dévastatrice, et vous avez des attaques en touche fatale, des langues de leur destrier, mais bon, c'est 2 attaques qui touchent à 4, de force 4, PA-0, dégâts 1, donc ça fera littéralement jamais rien du tout. C'est pas ridicule, vous allez plutôt l'utiliser pour bloquer l'adversaire, pour le coincer dans un coin, pour le maintenir au corps à corps, avec des unités qui, endurance 4, 2 PV, un vulna 5, ça résiste un petit peu. C'est pas mon unité préférée du codex. On a ensuite les charnels ou les fiends, ils coûtent 95 points les 3 et 190 points les 10. Ils sont mouvement 12, endurance 5, sauvegarde invulnérable à 5, 4 PV, commandement de 7 et OC2. Leur règle spéciale n'est plus la même. De mémoire, c'était un -1 pour être touché ou ils mettaient un -1 pour toucher en aura. Là, maintenant, ils forcent des tests de fuite désespérée sur les ennemis qui battent en retraite, sauf évidemment les monstres et les véhicules. Et ce test de fuite désespérée se fait à -1 si l'ennemi est déjà ébranlé. Donc, c'est des unités qui sont très bien pour bloquer les ennemis au corps à corps, sachant qu'en plus, ils tapent pas de manière ridicule, puisqu'ils ont quand même 5 attaques chacun, qui touchent à 3, force 5, PA-2, dégâts 2, avec blessure dévastatrice. En plus, ce sont des bêtes, donc ils traversent les ruines. Le mouvement de 12 leur permet d'aller quand même assez vite un peu partout. Par contre, attention, ce sont des démons, donc ils n'ont pas l'avance et charge des Emperor's Children. Ils n'ont pas le mot-clé Emperor's Children. Ça reste des bonnes unités. Si vous jouez le détachement démon, je pense que vous en prenez au moins une unité, parce qu'elle va vous permettre de vraiment bien coincer l'adversaire et de potentiellement même découper quand même pas mal de trucs. En conclusion, sur les unités de ce codex et sur le codex en règle générale, il n'y a pas beaucoup de choix d'unités. La plupart sont intéressants, à part peut-être les Terminators et les sorciers. Tous les persos, sauf peut-être le sorcier, ont leur rôle. Toutes les unités font quelque chose d'utile. Je suis un peu déçu personnellement qu'on soit aussi limité dans le volume d'unités existants par rapport à ce qu'il y a dans les codex KO. On sait qu'en World Eaters, World Eaters, en Death Guard, en Thousand Sons, on a les Predators, on a les Metabrutus, on a les Ferocentaurus. On a les cultistes, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça ici? C'est un peu dommage, notamment les cultistes, parce que dès que vous lisez un bouquin qui parle de Slaanesh, vous avez des cultistes Slaanesh. Dès qu'il y a un bouquin qui parle de cultistes, c'est soit des Wordbearers, soit des cultistes de Slaanesh, donc c'est un peu surprenant de ne pas avoir accès à ça. C'est
quelque chose qui aurait pu gonfler quand même un petit peu plus encore ce codex, parce que là, quand vous jouez pas démon, vous avez que 17 choix, donc c'est un peu limité. Mais je trouve que vu que les détachements sont quand même assez variés, plutôt bien écrits et plutôt tous bien, à part peut-être pour moi le détachement démon, vous avez quand même beaucoup de latitude de jeu. Vous allez pouvoir jouer des armées plutôt axées tir avec 3 x 6 Noise Marines et puis des Land Raiders. Vous allez pouvoir jouer des armées très corps à corps, mobiles ou à pied ou en transport. Vous allez pouvoir jouer l'armée avec les démons si vous avez envie. Il y a plein de choses, donc même s'il y a peu de variété, les unités sont toutes globalement bien écrites et sont donc toutes à peu près jouables, même si certaines sont un peu moins intéressantes que d'autres. Voilà en tout cas pour ce tour des unités et leurs coups en points, donc je rappelle ce sont bien les vrais coups en points définitifs, ne vous posez pas la question, dans le codex qui a leaké, les coups en points sont faux, ils sont toujours faux, tous les coups en points imprimés dans les codex sont jamais les bons, ceux que je vous ai donnés là, c'est bien les coups en points qui ont été communiqués à certains influenceurs qui ont le partenariat avec Games Workshop, et je suis allé récupérer ces coups en points dans leurs vidéos, donc ce sont bien ces coups-là que vous aurez quand vous jouerez l'armée. En tout cas, moi je suis toujours très emballé, j'aurais aimé un codex plus riche en nombre d'unités, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de possibilités, beaucoup de modes de jeu, et de toute façon, ça va permettre de collectionner l'armée petit à petit, sans se sentir obligé d'acheter tout de suite 4000 points d'armée pour tester 30 trucs, donc c'est pas non plus complètement débile. J'espère en tout cas que vous avez apprécié la vidéo, vous savez où sont tous les boutons YouTube habituels, n'hésitez pas à cliquer dessus pour que la vidéo ressorte, et puis comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!